Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h, samedi 28 janvier. Voici les titres. Festistag, les transporteurs terrestres viennent de mettre en place une coalition devant leur permettre d'unir leurs efforts face aux différentes difficultés dans le secteur. Et puis, voie de contournement. Les personnes impactées par le projet de la voie de contournement de l'aéroport de Libreville dénoncent des injustices et décident de ne pas quitter leur terre malgré le délai qui leur est imposé. Enfin, Égypte, 4 tombes de pharaons ont été découvertes par des archéologues. Parmi elles, d'importantes découvertes, on peut compter une momie restée fermée pendant plus de 4000 ans. Une fois de plus, bienvenue. En ouverture, le collectif des impactés d'Alibandeng, d'Okala et de Kaliba de la voie de contournement a fustigé l'attitude de l'entreprise GZEZ Airport à l'occasion d'une assemblée générale. Appelée à être expulsée dans 8 jours, ces derniers réclament des indemnisations justes à leur investissement. Modeste Bazangoy. Ici, au quartier Okala, l'expression arbre à palabre revêt tout son sens. Un lieu choisi par le collectif des impactés des travaux de la voie de contournement qui ne cesse de troubler la quiétude de ses pères et mères de famille. Un matin, on sort de chez nous, on voit les avis d'expulsion. On est bien étonné, vu que depuis le début de ce conflit, nous on a accepté le dialogue. Malheureusement, les discussions n'ont accouché que d'une souris aujourd'hui. Tout en comprenant l'intérêt du projet, les futurs déguerpis réclament les indemnisations justes à la hauteur des dépenses consenties conformément à la loi. Les négociations à l'amiable n'ayant pas abouti avec l'entreprise GZEZ Airport, ces derniers attendent que la justice tranche sur cette affaire qui les déshumanise. Dans tous les cas, il n'y a pas une juste indemnisation. À partir de ce moment-là, nous avons refusé les chèques que nous proposait GZEZ. Actuellement, nous avons pris des avocats qui ont déposé des requêtes auprès des tribunaux, donc du tribunal, et logiquement, nous attendons que la justice tranche. Ordonnés de quitter les lieux dans 8 jours sans indemnisation de leurs biens par des avis d'expulsion, les impactés craignent le pire. Comme si les autres en face de vous n'étaient pas des citoyens au même titre que vous. Et puis cette histoire de constamment être serpentin en toutes choses, il faut que ça cesse. Les gens se lassent de ce genre de choses. Mais gare au drame, parce qu'il y en a qui font ce genre. Le collectif implore l'aide du gouvernement et exige que justice soit faite. Nous l'interpellons en tant que fils de Dieu pour dire qu'il a affaire à des enfants aussi de Dieu et qu'il serait plus qu'urgent qu'il règle ce problème avant qu'il n'y ait des débordements. Financée par la Banque mondiale, cette voie permettra de supprimer les bouchons dont sont quotidiennement victimes les automobilistes sur l'axe routier Libreville-Akanda. Mamadou Boumba Claude, c'est le nom du nouveau président de l'Association nationale des personnes handicapées du Gabon. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions au cours d'une cérémonie dirigée par le président de la fédération au siège national de Kembo, Jessica Ondjoa. Le président de l'Association nationale des personnes handicapées du Gabon est désormais connu de tous. Offrir une chance à chaque citoyen en vue d'améliorer le cadre de vie des personnes vulnérables est tout le sens donné à cette cérémonie. Nous ne pouvions pas laisser l'ANPHG dans le désordre où il était. Nous avons pris toutes nos responsabilités. Diriger, c'est prendre ces responsabilités, les assumer et rendre des comptes. Diriger les hommes, c'est difficile. Vous allez avoir certains qui vont vous jeter des cailloux, d'autres qui vont vous donner des bonbons, mais tous, autant qu'ils sont, forcément ils ne vous veulent pas du mal. Écoutez la critique, parce qu'à l'intérieur des critiques, quelquefois il y a plus positif.
Au siège de l'Association nationale des personnes handicapées du Gabon, dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville, la passation des charges a connu un franc succès. Par la même occasion, l'heureux élu n'a pas manqué de relever ses objectifs. L'emploi, un des problèmes majeurs pour cette communauté est l'emploi. Tirons chaque jour de personnes qui ont été handicapées ici pour soutenir à ses besoins, non seulement personnels, mais aussi de sa famille. L'installation du président s'est déroulée en présence des personnes handicapées. La coalition des transports terrestres du Gabon a tenu ce samedi 28 janvier une assemblée générale extraordinaire. Occasion pour ces derniers de signer un partenariat avec l'agence Finatra afin de sceller l'union sacrée des forces syndicales dans le secteur du transport. C'est un reportage de Maya Meza. Les transporteurs du Gabon sont dans une période où la multiplicité des problèmes et leur extrême complicité nécessitent que toutes les forces syndicales puissent fédérer leurs efforts pour plus d'efficacité dans leurs actions. C'est donc cet acte d'union, cet acte de fédération que nous avons fait aujourd'hui, c'est-à-dire que désormais, les syndicats du secteur des transports terrestres ainsi que les activités connexes, c'est-à-dire les auxiliaires, les régulateurs, les chargeurs, les gestionnaires de sites, les propriétaires de garages, les pompistes, etc., tout ce qui gravite autour du secteur des transports, vont désormais se mouvoir dans une seule et unique structure pour donner plus d'impact, plus de puissance et plus d'unité à nos actions dans le futur, vu le contexte que nous traversons aujourd'hui dans le secteur des transports terrestres. Et pour développer l'ensemble de ce projet, Finatra a servi de biase pour aider, accompagner financièrement les transporteurs terrestres face à la problématique du vieillissement du parc automobile des membres du syndicat. Donc nous venons ici pour soulager ce mal-là en apportant la solution à la disponibilité du matériel, un matériel roulant flambant neuf qui va permettre de dynamiser ce secteur-là, mais aussi de répondre à un impératif, celui de la préservation de l'environnement, parce que la mairie de Libreville et l'ensemble des autorités responsables de la gestion de la cité évoquaient déjà ce problème du vieillissement du parc avec des garages anarchiques, et ces garages anarchiques qui ont pignon sur rue dans la ville de Libreville, déteignent l'image de cette ville, de cette belle cité, avec des huiles qui se déversent partout. En apportant un véhicule neuf à nos amis transporteurs, cela permettra de soulager, 1, les questions environnementales, 2, le confort des passagers aussi. Vous comprenez que quand vous allez au travail, vous vous déplacez, vous avez le souci et le besoin d'être dans un véhicule confortable et en toute sécurité. Nous avons la volonté, la disponibilité financière de changer tout le parc automobile de Libreville en termes de transport urbain, si naturellement nos amis transporteurs venaient à jouer au franc jeu pour aller dans ce projet-là. La question du parc automobile obsolète à Libreville en particulier et au Gabon en général cause sans cesse des problèmes dans le secteur du transport. Et le FESISTAC a opté pour un rajeunissement de cette cité, un milieu où le transport urbain reste assez aisant. En éducation, cette fois-ci, EM Gabon a servi de cadre au premier doctoral de Libreville hier. Un événement scientifique riche en instructions rédactionnelles de thèses à venir en partenariat avec le CRECAPI de l'université Omar Bongo sous la direction des professeurs de sciences sociales. Reportage. Note à l'appui, les doctorants ont attentivement écouté les conseils prodigués par les professeurs agrégés. Des directives claires et précises leur ont été données afin qu'ils soient assez outillés pour rédiger selon les normes scientifiques requises leur thèse dans les sciences sociales, domaine dans lequel ils travaillent. C'est un espace d'échange dédié aux doctorants de 2e et de 3e année qui vont donc interagir avec des professeurs venus d'autres universités, d'autres horizons, d'autres disciplines pour faire un point sur leurs travaux, voir ce qui avance et ce qui n'avance pas, donc effectivement pour apporter les correctifs nécessaires. Le but étant de prendre en compte toutes les spécificités selon chaque domaine d'études afin de ne pas faire des hors-sujets ou peu argumentés. En effet, ces doctorants ne disposent que de 3 années pour être finalement comptés parmi les élites de la société universitaire.
En fait, des consignes leur sont données pour anticiper sur des imprévus qui peuvent leur arriver à la fin. C'est-à-dire, par exemple, la constitution progressive d'une bibliographie, des signes et abréviations, comment présenter formellement le résumé de leur thèse. En fait, tout cela sont des éléments sur lesquels il faut anticiper dès le début. Il ne faut pas attendre à la fin. Ils doivent être imprégnés de ces exigences-là au tout début de leur thèse afin d'éviter des surprises de dernière minute. Le Gabon compte à ce jour plus de 3000 thèses en sciences sociales. Un chiffre considérable démontrant l'intérêt que les Gabonais accordent désormais aux hautes études. Études qui permettent d'accéder au grade de docteur, pouvant dispenser des cours universitaires et ainsi étoffer cette catégorie de la société au profit de tous. Débutées ce 27 janvier, ces premières doctorales s'étendront jusqu'au 29 de ce mois de janvier. Toujours même actualité, l'université EM Gabon abrite depuis hier et ce jusqu'au 29 janvier une conférence sur les premières doctorales de Libreville. L'objectif est d'emmener les étudiants de cet établissement supérieur à bien cerner le contour de la rédaction d'une thèse. Chimène Nindong, reportage. La procédure et la méthode pour rédiger une excellente thèse font l'objet d'un enseignement à l'université EM Gabon. La thèse de doctorat, un travail de recherche, a été défendue par Fabrice Ourkebi, professeur de droit. L'idée était de transmettre un certain nombre de techniques, de méthodes pour les doctorants actuels. Donc j'ai particulièrement insisté sur la préparation du doctorat, le choix du sujet, la manière dont on devait aménager le temps doctoral pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, ce qui est toujours un défi que de parvenir à se projeter. J'ai également insisté sur la manière de rédiger la thèse en disant qu'une thèse en droit, en sciences politiques, en gestion, en langue, c'est toujours un travail de recherche qui repose sur une hypothèse de travail. Il faut être capable de démontrer une idée et de faire passer ses convictions. Au cours de son exposé, le professeur de droit a évoqué la thèse de doctorat valorisée. Qu'est-ce que c'est ? La thèse de doctorat valorisée, c'est l'idée selon laquelle ce diplôme de doctorat, qui est le diplôme le plus élevé décerné dans les universités, le grade académique le plus élevé, ce diplôme de doctorat, il doit pouvoir être porté, défendu, et on doit démontrer sa valeur ajoutée, parce qu'il y a une valeur ajoutée intrinsèque au doctorat. La thèse est une aventure intellectuelle, formidable, mais qui nécessite beaucoup de sacrifices. Déclaration de la Ligue panafricaine et patriotique de défense de la souveraineté à la Chambre de commerce de Libreville le 27 janvier dernier. La présentation des nouveaux adhérents était entre autres le point à l'ordre du jour. Chimène Lindong, reportage. La Ligue panafricaine et patriotique de défense de la souveraineté l'IPADES a tenu une conférence de presse qui avait pour objet la question primordiale de la désignation des représentants de l'opposition au centre gabonais des élections. Je voudrais citer le CGE, ainsi bien entendu que l'officialisation de nouvelles adhésions d'autres formations politiques de l'opposition viennent donc de nous rejoindre. Dans la poursuite de ces propos circonstanciels, le président de la LIPADES n'a pas manqué de dénoncer la forfaiture de la PG 41 et de leur manigance. 1. Cette démarche cavalière trahit le pacte de confiance signé par les partis politiques de la PG 41, qui tiennent aujourd'hui à nier leurs propres engagements devant une opinion publique médusée qui découvre l'art de la haute voltige. 2. Cette démarche viole, comme vous pouvez le comprendre, le consensus qui a jusqu'ici prévalu dans le rang de l'opposition et dont la vice-présidente sortante a dû donc bénéficier des effets en 2018 lors de la mise en place du premier bureau du Centre gabonais des élections. Cette signature des nouveaux adhérents vient affirmer leur appartenance à ce regroupement politique. C'est M. Jean-Christian
Selon le président, la LIPADES veut associer des hommes intègres et cohérents qui s'appuient sur des forces politiques sérieuses, pragmatiques et méthodiques. Ce regroupement politique, qui avait fait sa sortie officielle avec 12 partis, en compte 17 aujourd'hui. Politique à présent, le parti de l'opposition, les démocrates, a réuni ce samedi à son siège les représentants de la coordination de la province de l'Estuaire. Objectif, les outiller en vue des prochaines élections et installer la coordination de Libreville. Estelle Mvam. Deux événements ont marqué cette mobilisation des responsables des coordinations de la province de l'Estuaire du parti de l'opposition, les démocrates. Tout d'abord, un séminaire de formation autour des élections à venir. Nous avons tous appris ce matin. Nous sortons d'ici enrichis par les connaissances qui nous ont été transmises. Il faut maintenant les mettre en pratique. Et cette année 2023 est une année exceptionnelle sur le plan politique parce que nous avons 3 élections. L'installation de la coordination communale de Libreville a constitué le second temps fort de cette rencontre. Comme toute mission, il faut se préparer, il faut se donner les moyens, il faut être convaincu de ce qu'on va faire ou de ce qu'on vient faire. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le terrain est fertile pour tout le monde lorsqu'on veut le cultiver. Il est difficile lorsqu'on a la paresse. Il s'agit là des relais indispensables pour le parti sur le terrain électoral. Nous avons ici, dans l'Estuaire, une grande partie des électeurs. Donc votre rôle est très important. Votre rôle est capital. Parce que si nous arrivons à mobiliser suffisamment dans l'Estuaire, je crois que nous aurons presque déjà fait une grande partie du travail. L'Estuaire a constitué la 4e étape de cette dynamique de remobilisation des troupes du parti de Guizouba Dama après le Welentem, le Gwelolo et le Moyen-Ogo. Un périple qui va se poursuivre dans les autres localités du pays dans les toutes prochaines semaines. Et puis, au cours de ce séminaire de formation, le président honoraire de ce parti, les démocrates, Davin Akouré, a édifié les militants sur l'importance de l'enrôlement. Nous l'écoutons au micro de notre reporter, Estelle Mvam. Une phase capitale, c'est l'inscription sur les listes électorales. Mes chers amis, personne ne peut voter si l'inscription ne se fait pas. Et un exemple pratique, ma sœur, comme on dit chez nous, même père, même mère, est partie de Port-Gentil il y a quelques années. J'étais candidat à Lambaréné. Elle est venue soutenir son frère. Elle voulait voter, mais elle ne s'était pas inscrite. Elle est arrivée au niveau du bureau de vote. Oui, je veux voter. Vous l'appelez comment? Madame Intel. On a regardé, on n'a pas trouvé. Non, mais je vous dis que c'est mon frère, nous sommes même père, même mère. Elle a insisté, mais il faut que je vote, je suis parti de Port-Gentil pour l'embarrainer pour cette élection. On lui a dit non, madame, frère ou pas frère, venu de Port-Gentil ou pas, vous ne pouvez pas voter. Donc vous voyez qu'elle a la volonté de soutenir son frère, mais elle ne s'est pas inscrite. Elle a fait un déplacement pour rien. Donc, mes chers amis, la première chose à faire, inscrivons-nous et inscrivons ceux qui nous sont chers. Le secrétaire général a insisté dessus. Regardons autour de nous nos frères, nos enfants, nos femmes, nos amis. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Et le ministère de l'Intérieur nous a fait comprendre que cette révision des listes va se faire certainement au courant du mois de mars prochain. Donc c'est imminent. Il va falloir également que nous puissions avoir nos papiers d'identité. Nous allons vérifier, lorsque ces décisions seront rendues publiques, quels sont les documents nécessaires, non seulement à l'inscription, mais également au vote. À l'intérieur du pays, cette fois-ci, le chef de mission résident des Nations Unies au Gabon en visite au Wellington pour évaluer le niveau de développement
Le niveau 2, développement du projet Ville Verte lancé en collaboration avec les associations et coopératives agricoles des mairies, lycées et la prison centrale d'Oyem. Maya Meza, reportage. La délégation des experts de la FAO, accompagnée du chef des missions des Nations Unies résidant au Gabon, ont séjourné dans la province du Haut-Lontem. Visite ayant pour objectif spécifique d'apprécier le niveau d'investissement humain et le développement des sites pilotes agri-maraîchers lancés dans plusieurs zones de la localité septentrionale. On voit un dynamisme fort, non seulement des détenus que l'on a vus aujourd'hui, mais aussi des jeunes élèves qui apprennent de nouvelles techniques, de nouvelles façons de faire des cultures, de nouvelles façons de faire des élevages sur des nouvelles filières, des nouvelles chaînes de valeur qui n'étaient pas exploitées jusqu'à présent et qui laissent entrevoir des retombées économiques pour eux, pour le lycée, qui va lui permettre d'entretenir une politique propre pour apprendre aux élèves de la seconde à la terminale à l'heure actuelle, peut-être plus tard à partir de la 6e, de nouvelles façons de faire qu'ils vont pouvoir donner, partager avec leurs camarades, avec leurs familles, pour renforcer l'autosuffisance alimentaire. En ce qui concerne le pont agricole, ces élèves ont démontré aux experts de la FAO qu'ils ont le remarquable amour et la ferme détermination de mener à bien le projet qui leur tient à cœur. Et pour ces activités, le plus dur pour moi, je ne sais pas si c'est le cas pour mes camarades, c'était la confection des planches. Parce que, comme vous le savez, c'est une activité physique assez rigoureuse. Donc on a dû travailler de temps en temps, sous la supervision des professionnels qui montraient comment bien établir les planches et comment placer les choses, etc. De même, du côté de la prison centrale d'Oyem, où les hommes et les femmes en milieu carcéral, eux aussi ont émerveillé leurs hôtes en l'immense volume de travail réalisé et particulièrement la qualité quasi professionnelle que ce personnel effectue. Les retombées sont multiples parce qu'aujourd'hui, le détenu arrive à manger les produits de leur récolte et d'autres parties sont mises en vente qui constituent leur pécule. Donc le détenu, on va prendre l'exemple qui est de Mindy, qui ne cherche plus le billet pour regagner son département. Donc depuis un moment, nous avons observé qu'à la prison centrale de Yem, le taux de récidive a suffisamment baissé parce qu'effectivement, beaucoup de ces détenus sont inscrits dans le programme de réinsertion. Et tout ceci est rendu possible grâce au grand soutien, multiforme de la FAO qui nous accompagne dans ce challenge que nous voulons relever. De la satisfaction des responsables du lycée Richard Nguema-Bekale, de la prison centrale, des élèves encadreurs, mais beaucoup plus l'heureuse impression du chef de mission résident des Nations Unies au Gabon. Nous restons à l'intérieur du pays, cette fois-ci dans la province du Haut-Ogooué. Allons-y dans le 3e arrondissement de la commune de Franceville avec notre correspondant Wilson Bakassa, découvrir l'histoire du quartier Mangungu. Téléspectateurs, aujourd'hui nous allons vous parler du quartier Mangungu. À la découverte de ce dernier, nous allons également aller à la rencontre de M. Maxime Lewumbu, cet homme né dans les années 39. Avec lui, derrière ce bâtiment construit dans les années 51, Maxime Lewumbu nous retrace un peu l'histoire du quartier Mangungu. Qu'est-ce qui a fait la particularité de ce quartier? Quelle est également son originalité? Mouté Alphonse, l'un des interprètes avec les ambassadeurs coloniaux qui travaillent ici, a épousé une femme d'Omo qu'on appelait Patapiri Charlotte. Alors, M. Moutou n'ayant pas de site, s'est rapproché de son beau-frère, M. Libinzangomo, qui était le père de M. Joumaz, pour lui demander un site. Il a donné son site, ce village-là, le nom de Ndoubi. Le village où il venait des villages là-bas. C'est l'administrateur maintenant qui a dit non, donc enlève le nom Ndoubi, parce qu'il y a déjà un Ndoubi qui existe dans le département. Donc ton quartier va prendre maintenant la dénomination de la rivière là, Mangungu. Et c'est comme ça le début du nom de Mangungu. Et au sujet de la singularité d'attente de ce quartier, Maxime Lewumbu s'en souvient encore. C'était un quartier modèle.
tous les fonctionnaires qui arrivaient ici, ils fréquentaient Mangungu parce qu'ils avaient des jeunes filles et on avait des premiers fonctionnaires. C'était un quartier d'anciens, un grand quartier d'anciens. Tout le monde venait se recréer ici tous les samedis. Mangungu avait d'abord l'un des premiers bars de Franceville, Palladium. Mangungu, un quartier cosmopolitain qui semble avoir connu un développement au fil des années. Après les Mbangwe, nous avons connu ici les Obamba qui sont venus nous trouver. Il y a des Bagumbo aussi. Il y a les Bateke. Mangungu a connu beaucoup de changements. On a connu on a eu l'électricité, on a eu le bitumage, on a eu les pavés de certaines ruelles, les passerelles aussi. Toute autre actualité à présent, 27 janvier, date dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste qui eut lieu en 1945 lors de la Seconde Guerre mondiale, instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies. Occasion de jeter un regard historique sur les contours de cette journée avec Daniel Boukabuka. À Dachau, on faisait de la mort à la chaîne. Sous le thème « La mémoire et l'enseignement de l'Holocauste, notre responsabilité partagée », la Journée internationale de l'Holocauste marque l'anniversaire de la libération du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques en 1945. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les hommes ont été cruellement exterminés durant les tirs. Cette guerre totale a mobilisé l'ensemble des ressources économiques des différents belligérants et dont le bilan humain a été estimé à près de 50 millions de morts, majoritairement des civils. Le conflit s'est achevé par la prise de Berlin par l'armée rouge en mai 1945 et les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki au début du mois d'août 1945. L'Holocauste avec un H majuscule ici fait donc référence au génocide ou à la tentative d'extermination des Juifs par les nazis. Dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, cette journée permet de commémorer le souvenir de l'Holocauste et de prévenir des crimes contre l'humanité. Elle rappelle donc les droits de liberté associés à la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans distinction aucune, notamment fondée sur la race, sur la religion ou sur toute autre condition. Elle rappelle également le principe fondateur des Nations unies, dont la création est liée à la défaite du régime nazi. Elle encourage les États à promouvoir les projets éducatifs et à protéger les lieux de mémoire liés à l'Holocauste. Enfin, elle condamne toute manifestation qui viserait à sa négation, l'intolérance religieuse et s'engage à promouvoir un programme au niveau des Nations unies afin de perpétuer la mémoire de l'Holocauste et empêcher qu'un tel événement se reproduise dans le monde. Cap à l'international, cette fois-ci à Madagascar. Selon le dernier bilan, 18 personnes ont perdu la vie suite au passage de la tempête tropicale Chenezo dans le nord-est de Madagascar. Des dizaines de milliers de personnes ont perdu leur habitation dans ce tout premier phénomène cyclonique de la saison. Sidela Niman nous fait le récit. Accompagnée de vents violents allant jusqu'à 110 km/h et d'averses de pluie, la tempête tropicale Chenezo a provoqué des inondations et une coupure des routes qui mènent à Antananarivo, la capitale. Les fortes pluies qui ont suivi l'arrivée du cyclone à Madagascar ont tué 18 personnes et fait 19 disparus selon le Bureau gouvernemental de gestion des risques et des catastrophes. La tempête, qui a touché terre le 19 janvier, est la première pour 2023 d'une série annuelle qui se forme généralement dans l'océan Indien au large des côtes de la nation insulaire. 3 personnes sont mortes lors de la tempête et 15 autres lors des fortes pluies qui ont suivi son départ, a indiqué le bureau dans un communiqué vendredi soir. Des dizaines de sinistrés, majoritairement des femmes et des enfants, ont été hébergés par le ministère de la Population et des Affaires sociales dans des écoles publiques et des repas ont été distribués. L'institution gouvernementale a précisé que plus de 55 400 personnes ont été touchées par la catastrophe, peu de la moitié d'entre elles ayant dû quitter leur logement. La saison cyclonique s'étend de novembre à avril dans le sud de l'Afrique et Madagascar ont subi régulièrement des conséquences dévastatrices. En Égypte, cette fois-ci, des archéologues ont trouvé une momie recouverte d'or à l'intérieur d'un sarcophage en calcaire resté fermé pendant plus de 4 millénaires. Il faisait partie d'un certain nombre de découvertes récentes, dont 4 tombes trouvées dans le nécropole de Saqqara, au nord du Caire. Sidela Niman nous fait le récit.
L'Égypte a annoncé jeudi une série de nouvelles découvertes archéologiques trouvées dans la nécropole de Saqqara au sud du Caire, dont une momie qui aurait 4300 ans. Cette momie est peut-être la momie la plus ancienne et la plus complète trouvée en Égypte à ce jour, a déclaré dans un communiqué Zahi Hawass, ancien ministre des Antiquités, archéologue et chef de l'équipe de fouilles. D'après lui, la momie appartenait à un homme nommé Ekachepes. Il a déclaré qu'il était recouvert de couches d'or et dissimulé dans un grand sarcophage en calcaire, scellé depuis 4300 ans. Les archéologues ont également déclaré avoir découvert 4 tombes sur le vaste site funéraire. Ces découvertes dateraient des 5e et 6e dynasties qui correspondent au 22e et 25e siècle avant Jésus-Christ. Cette découverte est si importante. Nous avons trouvé la tombe de Khnodjedef, qui a été le prêtre du complexe de pyramides du roi Unas. Aussi, nous avons trouvé la tombe de Méri, qui était le gardien des secrets. Aussi, une tombe d'un homme appelé Fétek, qui était un juge et un écrivain. Et la dernière tombe était celle d'un homme appelé Messi, qui était le propriétaire des statues que nous avons trouvées aujourd'hui. Cette découverte est si importante car elle relie les rois aux personnes vivant autour d'eux. Trouvé dans le complexe pyramidal d'Unas, le dernier roi de la 5e dynastie, le tombeau est décoré de scènes de la vie quotidienne. Ces dernières années, l'Égypte a annoncé une série de découvertes de l'ère antique dans le but de donner vie à son secteur touristique vital. Le tourisme est une source principale de revenus dans le pays. C'est un secteur qui reçoit des devises fortes indispensables en période de turbulence économique. Mais le secteur s'est fortement détérioré ces dernières années. La pandémie de Covid-19, puis la guerre de la Russie contre l'Ukraine ayant eu un impact négatif sur le nombre de touristes se rendant en Égypte. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur TV+.